7 millions d'Israéliens sans électricité en une seule nuit. 920 missiles iraniens ont frappé Dimona et les lumières se sont éteintes dans tout un pays. Et Washington a appelé cela une activité cinétique contenue. Je veux garder en tête cet écart entre 7 millions de personnes plongées dans le noir et l'expression activité cinétique contenue. Parce que cet écart, c'est toute l'histoire. Dans le langage de crise à la Trump, apparemment, l'obscurité devient plus petite tant que la lumière du podium reste allumée. Cet écart, c'est ce que 32 ans passés à l'intérieur du système classifié donnent à voir depuis l'extérieur. J'ai examiné les documents qui ne parviennent jamais à la déclassification. Je me suis assis à des tables face à des officiers généraux dont j'emporterai les noms dans ma tombe. Et je le dis avec tout le poids de chacune de ces années, les documents qui ont traversé mon bureau dans les 18 heures suivant 1H19, heure locale, le 29 avril 2026, constituent la documentation la plus lourde de conséquences opérationnelles que j'ai rencontrée dans toute ma carrière. Pas la plus alarmante, la plus lourde de conséquences, parce que ce qui s'est produit à Dimona n'était pas une nouvelle phase d'escalade dans une crise régionale. C'était le moment où toute l'architecture stratégique de l'engagement américain au Moyen-Orient a cessé d'être fonctionnelle pour devenir une posture. Une posture, bien sûr, est plus facile à défendre à la télévision qu'un réseau électrique ne l'est dans la réalité. L'évaluation classifiée d'après engagement que j'ai examinée dans une chambre forte sécurisée à l'extérieur d'Arlington le dit clairement, au plus haut niveau d'approbation accessible, à la communauté habilitée, des faits stratégiques complètes de la politique de Trump envers l'Iran. Ces mots apparaissent dans un document Top Secret, Sensitive Compartmented Information, ou TS, SCI. Ils ont été choisis par des analystes qui avaient accès à tout et qui ont décidé que aucune autre caractérisation n'était honnête. Aucun slogan n'avait assez de voltage pour recharger cette phrase. Le récit officiel a offert au public une activité cinétique contenue. La chronologie classifiée documente autre chose. Le Fatah 2 n'est pas un prototype expérimental. Le véhicule planeur hypersonique opérationnel de l'Iran se déplace à Mach 5 et plus, avec des véhicules de rentrée manœuvrables dont les algorithmes d'évitement terminal ont été perfectionnés grâce au canal d'assistance technique du pacte de renseignement Russie-Chine. Il transporte un guidage terminal qui exécute des corrections de trajectoire en mi-parcours contre la géométrie d'interception. Il est précisément conçu pour vaincre les enveloppes d'engagement d'Arrow et de la fronde de David, dont dépend l'architecture israélienne de défense antimissile. La brochure disait puissance. La géométrie d'interception, elle, a discrètement demandé un remboursement. Et dans la nuit du 29 avril, la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique iranien en a engagé 920 en salves superposées et stratifiées contre l'installation nucléaire de Dimona et l'infrastructure du réseau électrique du centre et du sud d'Israël. Avant de comprendre comment ils sont passés, il faut comprendre la cible elle-même, parce que l'appareil de communication officiel a été très précis dans sa façon d'éviter d'utiliser le mot Dimona dans la même phrase que ce qui s'est réellement produit. Dimona n'est pas simplement une installation sensible. C'est le nœud autour duquel toute la posture de dissuasion stratégique d'Israël est organisée. C'est l'installation dont l'intégrité de protection constitue l'hypothèse physique la plus décisive dans chaque garantie de sécurité que les États-Unis ont accordée à Israël depuis 60 ans. Quand le vocabulaire devient mieux protégé que l'installation, la politique a déjà commencé à s'évacuer elle-même. Lorsque 920 véhicules planeurs hypersoniques sont dirigés contre Dimona et l'infrastructure électrique qui l'entoure, le message envoyé n'est pas tactique, il est existentiel. Et l'évaluation classifiée documente que ce message a été reçu et compris exactement au niveau voulu par les planificateurs iraniens. Le message n'avait pas besoin d'un micro de rassemblement trumpiste, la panne l'a traduit parfaitement. L'architecture des salves de l'opération nocturne n'a pas été improvisée. Les commandants iraniens avaient prépositionné des lanceurs Fatah, 2 en profondeur sur le plateau iranien depuis des mois, intégrés au flux de données de ciblage en temps réel du pacte de renseignement Russie-Chine et à l'architecture de soutien de guerre électronique que les phases d'engagement précédentes avaient établi dans l'environnement opérationnel du théâtre.
Le séquençage des salves nocturnes reflétait des mois de planification contre les paramètres d'interception précis des batteries Arrow 3 et Fronde de David, opérant avec les niveaux de stock d'intercepteurs que la séquence d'escalade antérieure leur avait laissés. La vague initiale est l'un des détails que les briefings publics n'expliqueront jamais. Les 300 premiers missiles ne visaient pas Dimona. Ils visaient l'architecture défensive qui la protégeait. Plus précisément, ils étaient destinés à forcer les batteries Arrow et Fronde de David à engager au rythme d'interception soutenable maximal pendant une fenêtre initiale prolongée, afin d'épuiser les intercepteurs de grande valeur dont le remplacement exige des cycles d'approvisionnement mesurés en années. Les intercepteurs Arrow 3 coûtent des dizaines de millions chacun. Les munitions Stunner de la Fronde de David ont des coûts unitaires comparables. La vague initiale a consumé ce stock à des rythmes que l'évaluation technique classifiée documente, dans une section à laquelle aucun reportage public n'a eu accès, pendant que la présence résiduelle chinoise de guerre électronique dans le théâtre maintenait simultanément une dégradation des capteurs dans l'architecture israélienne d'alerte avancée. Voilà la partie embarrassante du maximum pressure. Parfois, la pression maximale retombe sur son propre tableau d'inventaire. C'était la phase d'investissement. Le retour sur cet investissement est arrivé avec les vagues suivantes, des véhicules FATA, 2 dotés de véhicules de rentrée manœuvrable, exécutant des corrections de trajectoire terminale contre la géométrie d'interception dégradée de batteries défensives déjà poussées au-delà de leur stock opérationnel optimal. Les assignations de points de visée provenaient de la collecte systématique du pacte Russie-Chine contre l'infrastructure entourant Dimona, accumulée pendant des mois de collecte satellitaire et de renseignements d'origine électromagnétique de niveau pair, dont la précision n'aurait pu être générée par aucune capacité iranienne indigène. Poste de transformation, ligne de transmission à haute tension, infrastructure de générateurs de secours, les nœuds précis dont le ciblage séquentiel produit une défaillance en cascade du réseau électrique à travers l'infrastructure électrique interconnectée du centre et du sud d'Israël. L'effondrement du réseau électrique n'était pas un dommage collatéral, c'était la mission. L'évaluation classifiée est sans ambiguïté sur ce point, d'une manière que chaque caractérisation publique de l'engagement nocturne a précisément été conçue pour obscurcir. La panne du réseau était l'effet en cascade recherché par des frappes de précision contre les nœuds d'infrastructures critiques liés au périmètre défensif et opérationnel de Dimona. L'architecture des points de visée des vagues suivantes a été conçue pour produire exactement le schéma précis de défaillance en cascade qui a laissé 7 millions d'Israéliens sans électricité. Hôpitaux sur générateurs de secours, systèmes de circulation hors service, réseaux de communication fragmentés, services d'urgence tentant de coordonner une réponse dans un pays dont l'infrastructure électronique avait été simultanément dégradée dans ces régions les plus densément peuplées, 7 millions de personnes dans le noir en une fenêtre unique de 4,24 minutes. Un attaché de presse peut tamiser les mots, mais pas les lumières des hôpitaux. L'échange de coûts de l'opération nocturne est le fait analytique précis que le cadre de communication institutionnelle cherche le plus urgemment à empêcher d'être examiné clairement. Chaque missile Fatah, 2, au coût unitaire que la production du programme hypersonique iranien à combustible solide atteint grâce à l'assistance technique de niveau pair qui a réduit le fardeau des coûts de développement que l'Iran aurait autrement dû, pour tel, se situe dans les quelques millions de dollars. Les 920 projectiles engagés dans l'opération nocturne représentent un investissement iranien renforcé par une assistance technique russe et chinoise absorbée dans leur propre budget de programme existant qui se situe tout au plus dans les quelques milliards. Le stock d'intercepteurs dépensé par Arrow et la Fronde de David dans la seule vague initiale a consommé des munitions évaluées à des dizaines de millions chacune, dans des quantités que l'évaluation classifiée documente en détail. Le coût de restauration du réseau électrique après la défaillance en cascade produite par les vagues suivantes dans le centre et le sud d'Israël se mesurera en milliards sur un calendrier de reconstruction dont l'achèvement est abordé par l'évaluation classifiée des infrastructures dans des termes que le cadre de communication officiel n'a pas reflété publiquement. La conséquence stratégique d'une frappe de précision directe contre l'infrastructure entourant Dimona en matière de crédibilité de la dissuasion
de fiabilité de l'alliance et de perception de la valeur opérationnelle des engagements américains par les gouvernements alliés de Tokyo à Riyad ne peut pas être réduite à un calcul financier. Quelque part entre la facture et le podium, la doctrine Trump a découvert que l'arithmétique n'applaudit pas sur commande. Mais le tableau technique complet rend l'argument de l'échange de coûts particulièrement dévastateur. Le paquet de guidage du Fatah, n'avait pas besoin d'être parfaitement précis contre chaque point de visée pour provoquer la défaillance en cascade du réseau que l'opération nocturne a produite. Il devait être assez précis contre assez de nœuds pour déclencher la cascade. Et les données de ciblage du pacte de renseignement Russie-Chine ont assuré que ce soit le cas. L'architecture de collecte du pacte accumulait depuis des mois une cartographie détaillée de l'infrastructure du réseau électrique israélien avant l'opération nocturne. Les emplacements précis des postes de transformation dont la dégradation simultanée provoque une défaillance en cascade dans le réseau électrique interconnecté israélien, les configurations de segments de ligne à haute tension dont la perturbation isole certaines régions de la capacité de secours du réseau, les paramètres de l'infrastructure de générateurs de secours, dont la vulnérabilité aux interférences électromagnétiques détermine la durée des pannes dans les installations critiques lorsque le réseau principal tombe. Ces données de ciblage, produits d'imagerie satellitaire et de collecte de renseignements d'origine électromagnétique de niveau pair, qu'aucune capacité iranienne indigène n'aurait pu générer, ont été téléversés dans les 920 paquets de guidage Fatah, lors d'un transfert de données de ciblage pré-mission dont l'achèvement est documenté par l'évaluation classifiée du renseignement dans les heures précédant la fenêtre de lancement nocturne. Les ingénieurs iraniens n'ont pas conçu la cascade du réseau électrique. Le pacte Russie-Chine l'a cartographié pour eux. Et le résultat a été 7 millions d'Israéliens plongés dans le noir, avec une durée et une étendue que le système israélien de réponse d'urgence, conçu autour de l'hypothèse que son infrastructure la plus sensible ne serait pas accessible à une capacité de frappe de précision iranienne à ce niveau de précision et à ce volume, n'était pas configuré pour gérer avec une telle simultanéité. La carte n'a pas été dessinée à un podium de campagne, ce qui explique peu être pourquoi elle correspondait réellement au terrain. Mais c'est même pas la partie qui empêche les hauts planificateurs avec lesquels j'ai échangé ces derniers mois de dormir. Ce qui les tient éveillés, c'est ce que l'opération nocturne démontre au public adverse qui observait avec la plus grande attention. Les hôpitaux, 7 millions de personnes, cela inclut chaque hôpital du centre et du sud d'Israël. Cela inclut chaque patient en dialyse dont le traitement dépend d'un approvisionnement électrique ininterrompu. Cela inclut chaque salle d'opération, chaque unité de soins intensifs néonatal, chaque service d'urgence. Les générateurs de secours couvrent les fonctions les plus critiques dans les plus grands établissements. Ils ne couvrent pas toute l'infrastructure médicale d'une population civile de 7 millions de personnes confrontées à une panne régionale simultanée du réseau. Les éléments de langage avaient une alimentation de secours, le système civil, lui, n'en avait pas. La dimension humanitaire de la cascade nocturne du réseau électrique est précisément la conséquence que l'expression officielle activité cinétique contenue a été calibrée de façon urgente pour empêcher le public d'affronter directement. Un haut responsable israélien des infrastructures énergétiques, dans un débriefing sécurisé partagé par les canaux alliés et reflété dans les documents classifiés que j'ai examinés, a décrit l'expérience nocturne avec une précision que le dossier officiel n'a pas égalée. La nuit où le réseau lui-même est devenu la cible et où aucun soutien allié ne pouvait changer le calcul. Cette phrase mérite d'être lue en regard de la caractérisation officielle des événements nocturnes comme une activité cinétique contenue d'une façon qui rend l'écart entre ces deux évaluations impossible à attribuer à autre chose qu'au choix institutionnel délibéré qu'il représente. Ce qui est arrivé à Dimona et aux 7 millions d'Israéliens touchés par la panne du réseau n'était pas un effet secondaire d'une opération militaire, c'était l'opération. Et l'évaluation classifiée, qui le documente au plus haut niveau d'approbation accessible à la communauté habilitée, utilise l'expression défaite stratégique complète
non comme une conclusion rhétorique, mais comme le jugement opérationnel professionnel d'analystes qui avaient accès à tout et qui ont déterminé que les résultats nocturnes ne laissaient aucune autre caractérisation honnête. Apparemment, contenu signifie que la vérité a été gardée à l'intérieur de la salle de briefing. Maintenant, la Russie et la Chine ne dorment pas non plus devant cela, parce que pour Moscou comme pour Pékin, l'opération nocturne ne portait pas principalement sur les intérêts stratégiques iraniens ou sur la souffrance des civils israéliens. C'était une expérience de validation en conditions réelles de tir pour quelque chose qu'ils développent, testent dans des exercices et perfectionnent dans des programmes techniques depuis des années. L'efficacité opérationnelle de la doctrine de frappe hypersonique de précision contre des infrastructures civiles critiques protégées par des systèmes avancés de défense antimissiles fournis par l'Occident, exécutée par l'intermédiaire d'un mandataire régional sous soutien de renseignements de niveau pair et protection de défense aérienne, sans engager leurs propres forces dans l'affrontement. Chaque donnée de performance générée par le Fatah, contre de véritables systèmes Arrow et Front de David, dans l'engagement nocturne, alimente directement les programmes dérivés russes de l'avant-garde et les développements chinois subséquents de la série DF. La relation précise entre l'effet d'épuisement des intercepteurs de la vague initiale et la précision des points de visée des vagues suivantes contre les nœuds de l'infrastructure électrique, dans les conditions défensives dégradées créées par la vague initiale, est désormais documentée par des données opérationnelles de tir réel plutôt que par une modélisation théorique. Pour les amplificateurs loyaux de Trump, c'était un problème de communication. Pour Moscou et Pékin, c'était un rapport de laboratoire. Ces données, traitées par les programmes d'ingénierie de défense russes et chinois avec l'urgence institutionnelle d'appareils, qui reconnaissent qu'ils viennent de recevoir les données de tests techniques les plus précieuses sur le plan opérationnel pour leur programme de missiles face à un concurrent pair depuis des années, accélérant les améliorations de capacités précises dont l'application dans des théâtres plus prioritaires constitue le principal défi stratégique de la communauté du renseignement pour la planification de défense américaine au cours de la prochaine décennie. Le détroit de Taïwan est pertinent ici d'une manière qui exige d'être énoncée directement. La planification chinoise primaire d'interdiction d'accès et de déni de zone pour une éventualité à Taïwan implique exactement la mission de ciblage d'infrastructures que l'opération nocturne de Dimona a exécutée contre Israël. L'emploi de frappes de précision contre les infrastructures de production et de transmission électrique, dont les opérations militaires américaines et alliées dans le théâtre, dépendrait pour maintenir le tempo opérationnel soutenu qu'exigerait la défense d'une éventualité à Taïwan. L'opération nocturne a fourni aux planificateurs chinois une validation en conditions réelles de tir de l'architecture de ciblage d'infrastructures critiques contre de véritables systèmes de défense antimissiles opérant sous une pression réelle de saturation que leur planification d'une éventualité à Taïwan avait auparavant modélisé à partir d'estimations théoriques. La confiance opérationnelle que cette validation fournit à la planification des frappes pour une éventualité à Taïwan n'est pas un raffinement marginal. C'est une amélioration qualitative de la précision de planification dont les implications stratégiques s'étendent à chaque engagement américain dans l'Indo-Pacifique. La Russie applique des logiques parallèles. L'architecture de cascade du réseau électrique validé à Dimona correspond directement à la planification de ciblage d'infrastructures que la doctrine opérationnelle russe développe pour des scénarios de contingent européens où la perturbation des infrastructures électriques et de communication alliées dégraderait la capacité opérationnelle de l'OTAN dans les heures initiales critiques d'un conflit. L'engagement nocturne a validé cette architecture contre l'architecture de défense antimissile fournie par l'Occident la plus capable déployée dans la région, dans des conditions opérationnelles plutôt que dans des simulations d'exercice. Cette validation est intégrée aux mises à jour doctrinales russes et aux priorités de programmes techniques à un rythme que les signatures observables de l'activité de planification militaire russe commencent à refléter. D'après des conversations directes avec des officiers généraux dont je ne peux pas et ne divulguerai pas l'identité, le consensus interne reflété dans les évaluations classifiées sur cette question porte une franchise qui documente à la fois ce que les concurrents pairs ont extrait de l'opération nocturne et le rythme auquel cette extraction est traduite en décision d'approvisionnement et de doctrine.
Moscou et Pékin considèrent tous deux la cascade du réseau électrique de Dimona comme la validation en conditions réelles de tir la plus lourde de conséquences opérationnelles de la doctrine de ciblage des infrastructures critiques contre une architecture de défense antimissile fournie par l'Occident qu'une opération par procuration ait jamais fournie. L'investissement institutionnel visant à reproduire et à étendre l'architecture validée pour une application dans des théâtres primaires génère déjà des signatures observables dans les données d'approvisionnement, schéma d'exercice. Voilà la conséquence stratégique que l'expression officielle « activité cinétique contenue » a été conçue pour empêcher le public d'atteindre. Le rideau devait cacher la faiblesse, mais il a surtout offert aux adversaires une vue plus nette sur la machinerie de scène. La panne nocturne doit aussi être comprise à travers ce qu'elle a signifié pour les personnes précises qui l'ont vécue. Parce que l'architecture stratégique et l'extraction des leçons existent à l'intérieur d'une réalité humaine qu'aucune évaluation classifiée et aucun briefing de politique ne capture avec l'honnêteté que méritent les gens qui l'ont vécu. 7 millions d'Israéliens ont vécu la défaillance nocturne du réseau, non comme une conséquence stratégique abstraite, mais comme une réalité physique dont les dimensions immédiates étaient l'obscurité, l'incertitude et cette peur civile particulière qui accompagne la perte soudaine de l'infrastructure dont dépend la vie moderne. Des familles dans des maisons sans électricité, des ascenseurs arrêtés entre 2 étages, des feux de circulation éteints aux intersections des villes du centre d'Israël. Des réseaux mobiles dont les stations de base ont commencé à perdre leur alimentation de secours aux intervalles permis par la capacité de leur batterie, fragmentant progressivement l'infrastructure de communication dont dépend la coordination des secours. Aucun slogan de campagne n'ouvre une porte d'ascenseur entre 2 étages. Des hôpitaux dont les fonctions les plus critiques se sont poursuivies grâce à l'alimentation des générateurs, mais dont la pleine capacité opérationnelle, incluant les équipements diagnostiques, la climatisation, l'éclairage dans les zones non critiques et les systèmes administratifs qui coordonnent les soins aux patients dans une grande installation, a été réduite à ce que l'infrastructure de secours d'urgence peut soutenir pendant une panne prolongée dont la fin n'était pas immédiatement prévisible. Les patients en dialyse dont les horaires de traitement dépendent d'un approvisionnement électrique ininterrompu, les patients des soins intensifs néonatals dont la gestion thermique exige un contrôle climatique soutenu, les utilisateurs d'équipements médicaux à domicile, les concentrateurs d'oxygène, les ventilateurs à domicile, la réfrigération de l'insuline dont la capacité des batteries de secours mesurait la durée de leur sécurité en heures plutôt qu'en jours que la restauration du réseau exigerait. Ce ne sont pas des statistiques. Ils constituent la population humaine d'un pays dont l'installation stratégique la plus sensible a été visée par 920 missiles hypersoniques en une fenêtre de 94 minutes et dont l'infrastructure civile a absorbé les conséquences en cascade de l'architecture de points de visée que les données de ciblage du pacte Russie-Chine avaient conçues pour maximiser ces conséquences en cascade. La dimension psychologique de la panne nocturne dépasse les conséquences physiques immédiates pour atteindre le type précis de peur civile que produit une attaque ciblée contre l'infrastructure dans une population qui comprend que le ciblage n'était pas accidentel. Les civils israéliens connaissent la menace des roquettes et les opérations de défense aérienne. Ils ont des réponses entraînées pour les alertes de missiles et les procédures d'abri. Ils n'ont pas de réponse entraînée à la disparition soudaine de l'infrastructure électrique dont dépend toute leur civilisation moderne, produite par une frappe de précision que leur système de défense antimissile n'a pas pu empêcher au volume et à la précision de guidage déployée par l'opération nocturne. La distinction entre une alerte à la roquette, qui produit un comportement de mise à l'abri sur place, et une panne du réseau électrique qui produit l'incertitude civile précise de ne pas savoir quand ici l'infrastructure sera rétablie, est une distinction psychologique dont les conséquences politiques et sociales dans la société israélienne s'étendront sur des mois et des années au-delà de la crise opérationnelle immédiate. Il est difficile de vendre le contrôle total lorsque la première preuve publique, c'est tout le monde qui demande quand les lumières vont revenir. Le cabinet d'urgence de Netanyahou a siégé en continu pendant tout l'engagement nocturne et les heures qui ont suivi
gérant la configuration de menaces précises dont l'opération nocturne avait définitivement changé le caractère. Le cabinet gérait déjà l'intersection de la dégradation des capacités aériennes, de l'attrition des forces terrestres, de l'absorption de l'attention et des ressources américaines par le théâtre d'Ormus et de la menace Fatah contre le territoire israélien au cours des sessions précédentes. L'opération nocturne a ajouté une nouvelle dimension précise à cette exigence de gestion. L'intersection entre une population civile israélienne confrontée à une crise nationale d'infrastructure, une architecture de défense antimissile dont le stock d'intercepteurs avait été davantage épuisé par la vague initiale nocturne, et une posture de soutien américaine contrainte par la dégradation accumulée de la séquence d'escalade précédente et par les demandes continues du théâtre d'Ormus. Le cadre d'isolement catastrophique que les sessions précédentes du cabinet avaient abordé comme scénario de planification était, au matin suivant l'engagement nocturne, une réalité opérationnelle dont la gestion exigeait des décisions immédiates sur l'allocation prioritaire des capacités militaires israéliennes restantes et des ressources de soutien américaines entre des menaces simultanées dont les demandes combinées dépassaient les ressources disponibles. Le silence public de Trump dans l'immédiat après coup de l'opération nocturne était lui-même un produit informationnel qui a circulé dans les canaux d'évaluation des ministères de la Défense, de Tokyo à Riyad, simultanément avec les images satellitaires des villes israéliennes assombries et de l'infrastructure du périmètre de Dimona. Le silence présidentiel, à un moment où la doctrine de dissuasion américaine exige une communication stratégique confiante, n'est pas l'absence d'un produit informationnel. C'est un produit informationnel précis et lisible dont la signification est précisément l'absence des options stratégiques confiantes que la communication de dissuasion devrait projeter. Pour une fois, la marque la plus bruyante de la salle a découvert la valeur stratégique de n'avoir rien d'utile à dire. Chaque ministère de la Défense qui a reçu simultanément les images satellitaires et le silence présidentiel les a traités comme un message composé sur l'écart entre l'engagement de dissuasion américain et la capacité stratégique américaine à ce moment précis. Le Brent a bondi de 33% dans les 6 heures, suivant le moment où l'opération nocturne est devenue visible par les rapports de renseignements étrangers et les images satellitaires fuitées. 33% en plus de chaque mouvement de prix déjà généré par la séquence d'escalade précédente. La conséquence cumulative sur les marchés de l'énergie de la crise d'Ormuz, aggravée par la frappe directe contre le réseau électrique d'un important allié américain, génère une pression politique et économique de gouvernance sur des gouvernements alliés de plusieurs continents simultanément, à des échelles de temps dans lesquelles le cadre de planification stratégique de Washington ne fonctionne pas et auquel il ne peut pas répondre rapidement. Les marchés, contrairement aux entrevues amicales, n'attendent pas que le spin arrive. Le Japon et la Corée du Sud, dont les propres infrastructures énergétiques et la planification stratégique dépendent de la stabilité du marché énergétique précis que la crise d'Ormuz perturbe, ont reçu la hausse de 33% du brut et la cascade du réseau électrique de Dimona simultanément comme un choc de sécurité énergétique et comme un signal stratégique. Le contenu de ce signal, déductible des résultats de l'opération nocturne, contre l'architecture de défense antimissile fournie par l'Occident la plus capable de la région, et que la crédibilité opérationnelle de l'engagement de dissuasion américain, dans une crise où des concurrents pairs choisissent d'offrir un soutien technique et une protection de défense aérienne à un mandataire régional, a maintenant été testée empiriquement et jugée porteuse de limites précises et lourde de conséquences que le cas de gestion des alliances n'avait pas encore eu à documenter en termes opérationnels plutôt que théoriques. Les communications diplomatiques privées qui circulent dans les capitales alliées dans les heures suivant l'opération nocturne reflètent des évaluations privées qui précèdent les positions publiques et que le cadre officiel communication des alliances ne reflète pas avec exactitude. Ces évaluations ont remis en question, avec la spécificité opérationnelle que la diplomatie professionnelle emploie lorsque les gouvernements ont commencé à mettre à jour leurs hypothèses stratégiques fondamentales au niveau le plus profond atteint dans cette séquence de crise,
la question de savoir si un cadre stratégique américain qui a produit une frappe de précision directe sur Dimona et une panne nationale touchant 7 millions de personnes chez son plus proche allié régional conserve la crédibilité que l'architecture de gestion des alliances traitait comme un fondement établi. Les alliés peuvent applaudir un discours, ils établissent leur budget en fonction de la partie à laquelle ils ne croient plus. Les monarchies du Golfe, observant leurs propres infrastructures de production et de transmission électrique à portée du système qui vient de produire une panne nationale israélienne au tempo opérationnel de 94 minutes, mettent à jour leurs calculs d'architecture de sécurité, d'une manière que les conversations avec Pékin sur des cadres alternatifs reflètent avec un rythme et une urgence que l'opération nocturne a matériellement accéléré au-delà de toute phase antérieure de la séquence d'escalade. Le cadre d'autonomie stratégique de l'Inde trouve dans l'opération nocturne la validation en conditions réelles de tir la plus lourde conséquence produite par la séquence d'escalade pour la logique d'évaluation précise qui sous-tend l'indépendance stratégique indienne. La démonstration qu'un soutien de renseignement de niveau pair et une livraison de défense aérienne peuvent permettre à un acteur régional d'exécuter une opération de 920 missiles contre le périmètre d'une installation nucléaire et le réseau électrique d'un allié majeur des États-Unis, tout en produisant une crise d'infrastructure civile touchant 7 millions de personnes, sans déclencher de réponse opérationnelle américaine efficace, établit un point de référence empirique pour ce à quoi ressemble l'environnement de menaces contestées. Lorsque des concurrents pairs se sont engagés dans l'architecture de soutien technique déployée par l'opération Nocturne. Les alliés européens font face à une conséquence politique qui reflète l'intersection entre le choc des marchés de l'énergie, les dynamiques de responsabilité démocratique et l'anxiété sécuritaire européenne précisent à propos de l'engagement d'escalade russe que l'architecture de coordination Russie-Chine a réactivé. Les avertissements d'escalade russe antérieurs et les livraisons antiaériennes chinoises qui ont protégé l'opération nocturne Fatah, activent le débat sécuritaire européen sur les implications d'une volonté russe de fournir une couverture stratégique à des opérations contre des infrastructures alliées des États-Unis au Moyen-Orient et sur ce que cette volonté signale au sujet de la doctrine d'escalade russe dans des théâtres européens où des calculs analogues pourraient s'appliquer. La position des États-Unis dans l'ordre mondial est soutenue ou érodée par la cohérence entre ce que projettent leurs engagements stratégiques et ce que leurs forces opérationnelles peuvent livrer face à l'environnement de menaces réelles. Lorsque 920 missiles Fatah 2 frappent l'infrastructure entourant Dimona sous soutien de renseignements de niveau pair et protection de défense aérienne, produisent une panne nationale touchant 7 millions de personnes chez un allié majeur des États-Unis, génèrent une évaluation classifiée de défaite stratégique complète au plus haut niveau d'approbation accessible à la communauté habilitée et produisent un silence présidentiel que des ministères de la Défense caractérisent comme l'expression visible d'options stratégiques épuisées, la question de la cohérence produit dans le dossier opérationnel, une réponse qu'aucune stratégie de communication ne peut réécrire. Il y a seulement un nombre limité de fois où une politique peut porter une casquette rouge avant que la carte commence à demander où se trouve le plan. La recommandation issue de l'examen après action conjointe entre les États-Unis et Israël porte un langage dont la franchise reflète la reconnaissance explicite par les planificateurs rédacteurs que la réponse institutionnelle qu'elle exige n'est pas ce que l'élan institutionnel du processus de planification de défense générera automatiquement. La recommandation affirme que, à moins que les États-Unis ne restructurent fondamentalement leur approche des frappes hypersoniques activées par des pairs contre des infrastructures civiles critiques protégées par des systèmes avancés de défense antimissiles, en investissant à une véritable échelle industrielle dans des systèmes d'intercepteurs contre-hypersoniques dont les ratios d'échange de coûts peuvent être soutenus contre les volumes de salve, démontrés par l'opération Nocturne, dans des plateformes de capteurs autonomes dont la survivabilité ne dépend pas d'architecture de liaison de données que la guerre électronique de niveau pair dégrade, dans une fusion multidimensionnelle du renseignement capable de caractériser les téléversements de données de ciblage contre des ensembles de points de visée d'infrastructures critiques avant l'ouverture des fenêtres de lancement, plutôt que après que 7 millions de personnes se retrouvent sans électricité
et dans un cadre doctrinal qui modélise honnêtement les scénarios de défaite stratégique, complète que peuvent produire les opérations par procuration activée par des pairs lorsque les stratégies américaines d'application créent des conditions politiques et d'escalade que la crise du Golfe a créées. Le résultat nocturne sera compris non pas comme le pire résultat produit par la crise actuelle, mais comme le modèle validé de ce que des engagements ultérieurs dans des théâtres plus prioritaires livreront contre les infrastructures critiques alliées à des échelles qui feront paraître faibles ce qu'une panne touchant 7 millions de personnes représente. Cette recommandation porte les plus hauts niveaux d'approbation dans le document. La réponse publique en matière de politique et d'approvisionnement continue de mettre l'accent sur des porte-avions supplémentaires, des intercepteurs conventionnels supplémentaires, et le même cadre stratégique qui a positionné l'engagement américain dans un théâtre sans l'architecture contre-hypersonique, la survivabilité des capteurs, ni la modélisation honnête de la menace nécessaire pour empêcher ce que 920 missiles Fatah, 2 guidés par des pairs, ont produit contre Dimona et le réseau électrique national israélien en 1994 en minutes. Davantage de navires font d'excellents décors, mais ils ne deviennent pas automatiquement des réponses aux mathématiques hypersoniques. 920 missiles, 94 minutes, 7 millions d'Israéliens dans le noir. Dimona frappé, une évaluation de défaite stratégique complète au plus haut niveau d'approbation que la communauté habilitée peut produire, un silence présidentiel que des ministères de la Défense de Tokyo à Riyad lisent comme l'expression visible d'options épuisées, le Brent en hausse de 33% en une seule séance. Des gouvernements alliés qui mettent à jour leurs hypothèses de planification stratégique fondamentale avec un rythme et une profondeur que le cadre officiel de communication des alliances n'a pas encore commencé à refléter. Et l'évaluation classifiée, dont le langage ne sera jamais utilisé publiquement par le cycle des briefings officiels, repose dans une chambre forte, sécurisée à l'extérieur d'Arlington, paraphée par des analystes qui avaient accès à tout et qui ont déterminé qu'aucune alternative honnête à ces deux mots n'était disponible. Défaite stratégique complète. C'est une phrase difficile à faire tenir sur une bannière de campagne, ce qui explique peut être pourquoi la bannière continue d'être agitée plus fort. Le brouillard est délibéré. L'obscurité dans 7 millions de foyers israéliens était réelle. Et la distance entre ces deux faits est l'espace stratégique le plus lourd de conséquences dans le monde en ce moment.